Aujourd'hui dans Mythbuster, on va parler de battes et de balles. Tu vas frapper de toutes tes forces avec ton béret sur la tête. Le légendaire lanceur Roger Clemens se joint au Mythbuster pour un spécial baseball. Une balle rapide va aussi vite qu'une flèche, c'est superbe. Ils nous révéleront la dynamique d'une balle en plein vol. Magnifique! Ils s'arrêteront sur 4 mythes. Pour répondre une bonne fois pour toutes à certaines questions brûlantes sur le sport américain par excellence, Adam et Jamie se mettront en position C'est une batte, pas un manche à balai. pour découvrir si une batte contenant du liège a plus de ressorts. Ça, c'est une frappe. Ensuite, peut-on frapper une balle si fort que son enveloppe s'arrache complètement? Waouh. De leur côté, Carrie, Tori et Grant veulent savoir si une balle humide est plus dure à frapper Joli! et si glisser jusqu'à une base vous ralentit. Ça doit faire mal. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Tout le monde est prêt à plonger. et Jamie Heineman. Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. C'était génial. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Impressionnant. À leur côté, Grant Imahara, Ça a l'air si facile quand Jamie le fait. Tori Belleci Qui a commandé un pantalon explosif? et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils mettent à l'épreuve. Les Mythbusters s'attaquent au passe-temps favori des Américains. Vous aimez le baseball? Tu plaisantes? J'adore assister au match. Nos fans aussi. Ils nous ont inondés de mythes à tester sur le baseball. Qu'est-ce qu'on a? Une batte trafiquée frappe-t-elle plus loin? Est-ce plus rapide de glisser jusqu'à une base que de courir? Et aussi, est-ce qu'une balle sèche va plus loin qu'une balle humide? Exactement. Et enfin, peut-on frapper une balle si fort qu'on arrache son enveloppe? Génial! Et pour nous aider, nous avons une vraie légende du baseball. Qui? Monsieur Roger Clemens en personne. Roger Clemens? Comment ça se fait? La fusée est un fan de l'émission. C'est parti! Avant tout, ils ont besoin de quelqu'un qui sache vraiment jouer au baseball. C'est là que le célèbre lanceur Roger Clemens entre en jeu. En plus de 20 ans de carrière, l'homme que l'on surnomme la fusée a remporté une série mondiale et a reçu le prestigieux prix Cy Young 7 fois. Il se trouve qu'il est également un fidèle téléspectateur de Mythbuster. Jamie en bafouille de joie. Je suis sans voix que Monsieur Roger Clemens nous aide pour ses mythes. Ils espèrent que Roger leur montrera comment il lance pour découvrir si une balle peut glisser et se courber ou si ce n'est qu'une illusion d'optique. Je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez voir ce que fait la balle avec les caméras à grande vitesse. On retrouvera Roger plus tard. En attendant, place au premier mythe. C'est un vrai classique. La batte remplie de liège. De quoi s'agit-il? Voilà l'idée. On perce un trou au bout d'une batte réglementaire, on y met du liège, on rebouche avec du bois et on obtient une batte capable d'envoyer les balles beaucoup plus loin. C'est autorisé au baseball? C'est légèrement totalement interdit. En réalité, cette interdiction est même devenue célèbre. En 2003, le monde du baseball a été ébranlé quand la batte du célèbre joueur Sammy Sosa a éclaté pendant un match, révélant un noyau en liège. Il a déclaré avoir pris une batte d'entraînement par erreur, mais il a été immédiatement expulsé et suspendu pendant 7 matchs. À ton avis, comment va-t-on procéder? On prend des battes, on met du liège dans certaines et on voit lesquelles envoient les balles le plus loin. On devrait éliminer le facteur humain autant que possible, en faisant une machine qui frappe la balle toujours à la même vitesse. Oui, pendant qu'on y est, on devrait en faire autant pour la balle et utiliser un canon pour la lancer. Tu sais quoi?
Je crois qu'on a déjà fabriqué pour d'anciennes émissions ce dont on a besoin. Inutile de sortir, on a tout sous la main à l'atelier. Oui, avec quelques modifications, ça devrait fonctionner. Parfait. C'est une première dans Mythbusters. Pas de plan ni de construction qui prend beaucoup de temps. Pour ce test, tout est déjà à disposition. Carrie, Tori et Grant ont construit une machine pour le mythe de l'épée qui en coupe une autre. Ce sera notre batteur. Jamie et moi avons fabriqué un canon à air. C'est... mal. Il sera parfait pour projeter des balles à une vitesse faramineuse. C'est parti, j'allume l'interrupteur. Il commence par un tir d'essai pour enlever les toiles d'araignée. C'est pas mal du tout. C'est rapide. Une balle rapide de Roger Clemens atteint entre 145 et 160 km/h. Et voilà. Mais Adam et Jamie se contenteront d'une vitesse plus moyenne d'environ 130 km/h. On essaie à 0,48 bars. La pression nécessaire tourne aux alentours de 0,50 bars. Alors, 0,50 bars. c'est parti. 127 km/h, c'est suffisant. Ils doivent maintenant activer le mouvement en s'occupant du batteur mécanique. Je vais frapper devant une caméra à grande vitesse pour mesurer la vitesse du mouvement et calibrer la machine à la même vitesse. Laissons le temps à mes mains de s'en remettre. Et à ma dignité. Prends ton temps, Adam. Prends vraiment ton temps. L'enquête sur la batte remplie de liège bat son plein. Enfin, si on veut. On pourrait passer à autre chose. On travaillera ça au montage. Attention, coupez. La frappe parfaite de Adam atteint 100 km/h, ce qui équivaut à 4,8 bars. Il ne leur reste plus qu'à mettre du liège dans les battes. Mais les autorités du baseball ne veulent pas que l'on vous montre le processus exact. Pendant que Adam trafique les battes, il se demande si cette histoire de liège ne procure pas un avantage plus psychologique que physique. Depuis 1970, 6 batteurs de ligue majeure se sont fait coincer avec une batte trafiquée. Ça fait réfléchir. En mettant du liège dans une batte, ça l'allège. Mais le règlement n'interdit pas aux joueurs de se servir d'une batte plus légère. Alors quel intérêt? Pour un batteur de ligue majeure, ça peut être un avantage psychologique énorme. S'il pense que sa batte est spéciale, il sera plus susceptible de bien frapper. Et de faire un home run au lieu d'être éliminé. Exactement. Le canon lanceur est prêt à faire feu. Le batteur mécanique est en position pour frapper. Il serait judicieux de se mettre à l'abri. On va installer un filet de protection, non? Oui, c'est ça. Après tout, on n'est jamais trop prudent. Dans la plus pure tradition de l'émission, les canons et les robots ont fait leur apparition. C'est moins risqué pour nous comme ça. Des balles rangées avec un humidificateur volent-elles moins loin? J'ai un super mythe sur le baseball. On le trouve partout sur Internet. On t'écoute? En rangeant les balles dans une boîte avec un humidificateur, l'équivalent d'une cave à cigares, ça devient très dur de frapper un home run. J'ai vu ce mythe sur notre site internet. D'après les téléspectateurs, une équipe en particulier a choisi cette méthode de rangement et son nombre de home runs a chuté. Pendant des années, les Colorado Rockies de Denver ont eu le plus grand nombre de home runs de la Ligue lors de leurs matchs à domicile. Mais lorsqu'ils ont commencé à ranger leurs balles avec un humidificateur, ce taux a baissé. Y a-t-il un lien? Pour ce mythe, on doit d'abord construire notre propre cave à cigares et y mettre quelques balles.
On devrait aussi assécher un certain nombre de balles pour avoir un élément de comparaison. Mais avant d'aller sur le terrain, on devrait préparer une expérience à échelle réduite, ici à l'atelier. On lâchera des balles sèches et humides de la même hauteur pour voir lesquelles rebondissent le plus haut. Bonne idée. Une pompe à vide maintiendra les balles à une certaine hauteur, puis les relâchera les unes après les autres devant une échelle graduée. Pour bien tester ce mythe, nous devons lâcher les balles toujours de la même façon. On devra faire très attention au positionnement de la balle. L'alignement des coutures sur la ventouse devra toujours être identique. Ça devrait éliminer certaines variables de cette expérience. Il s'installe sur le parking pour la première partie de cette expérience. Alors ça fait une hauteur de 300 cm, donc 3 mètres. Ils vont lâcher 10 balles. Les 5 premières ont passé 2 semaines dans un vieux frigo avec un déshumidificateur qui a réduit le taux d'humidité à seulement 10%. Ça rebondit bien. Ouais, En moyenne, ça fait 1,10 m. 5e balle. merci. Ça n'existe pas. Pas au baseball, mais dans Mythbusters, si. Le ralenti montre que les balles sèches ont un rebond moyen de 1,06 m. C'est assez constant. Super, passons aux balles humides. Les 5 balles restantes ont passé le même temps avec un humidificateur fait maison. Quand l'eau s'est évaporée, la vapeur s'est échappée par les trous. On ferme. Le taux d'humidité dans la glacière a ainsi grimpé à 90%. Première balle humide. Rien qu'en la touchant, on sent qu'elle est plus molle. Ce lot atteindra-t-il les mêmes hauteurs vertigineuses que les balles sèches? Pas mal. Après leur séjour prolongé dans la glacière, il semblerait que les balles humides rebondissent moins bien. Le rebond moyen d'une balle humide s'élève à 91 cm, contre 1,06 m pour une balle sèche, soit une différence de 14%. Sur un terrain classique de baseball, avec un champ extérieur d'environ 130 mètres, 14% représente près de 18 mètres. Ça peut faire la différence entre une élimination et un home run. C'était vraiment intéressant. Ça mérite une étude plus poussée. Oui, il est temps d'aller sur le terrain pour voir quelles balles vont le plus loin. À mon avis, on ne pourra pas lancer et frapper la balle avec la même constance. Il faut que la seule variable soit le taux d'humidité. J'aimerais aussi introduire une balle témoin dans cette expérience, à un taux d'humidité moyen pour la comparer à nos deux extrêmes. Ça me semble bien. Malheureusement, Adam et Jamie se servent déjà du batteur mécanique et du canon lanceur pour percer le mystère de la batte contenant du liège. Grant va donc encore plus loin en concevant un robot 2 en 1 qui frappe et qui lance. Il sera composé de 2 bras, un pour tenir la batte, l'autre la balle. Un moteur actionnera les bras, la batte frappera la balle qui s'envolera vers la clôture. Et il va être survitaminé. C'est l'engrenage? Ouais. On dirait une lame de scie. Pendant que leur super robot prend forme, Tori et Grant réfléchissent au contexte de ce mythe. Comment les Rockies de Denver ont-ils eu l'idée d'utiliser un humidificateur? Denver est situé à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Leur stade est le plus élevé de la Ligue majeure. À cette altitude, l'air est plus sec. C'est logique. Un air plus sec va rendre les balles plus sèches. En s'asséchant, elles durcissent. Ce qui signifie, en théorie, qu'elles vont plus loin quand on les frappe. Et il y a autre chose. À cette altitude, la pression atmosphérique est beaucoup moins importante. Ça permet aux balles de voler plus loin. Exactement. De retour dans la partie, Tori installe la batte sur le robot. Une pince équipée de ressorts maintient la balle en place. Et elle s'envole! Voilà le moteur. Il est monté sur une grosse plaque. Il est relié au contrôleur de vitesse qui est connecté à un interrupteur de sécurité qui marche avec cette clé. Et c'est relié à ses batteries.
Je suis prêt à démarrer le moteur pour la première fois. Le batteur mécanique est connecté. Grant envoie le jus. 3, 2, 1... La balle s'est sauvée avant l'impact. La batte a percuté les ressorts, ce qui a laissé des traces. On va laisser tomber les ressorts et à la place utiliser de la mousse rigide. La batte devrait frapper la balle et casser la mousse tout en restant intacte. On espère que ça marchera. 3, 2, 1... Beau travail! Et la batte est entière! On dirait que le batteur fou est prêt à se déchaîner. Mais avant d'aller sur le terrain, l'équipe veut savoir ce que le légendaire joueur de baseball Roger Clemens pense de cette histoire à dormir debout. Roger, j'ai entendu dire que l'air serait plus sec à Denver et que le taux d'humidité jouerait sur les lancers. Tu pourrais m'expliquer? D'après ce que je sais, les Colorado Rockies rangent pas mal de balles avec un humidificateur pour cette raison. J'ai joué au Colorado et c'est difficile d'obtenir le mouvement habituel avec les balles à effet. Vraiment? Une balle humide est peut-être plus dure à lancer, mais est-elle aussi plus dure à frapper? Tori, Grant et Carrie se rendent sur le terrain pour trouver la réponse. Nous voilà dans le magnifique stade de San José et regardez un peu cette foule. Mesdames et messieurs, préparez-vous bien pour le match balle humide contre balle sèche. Voilà le programme. Notre batteur fou va frapper 30 balles sèches et 30 humides. Et celles qui iront le plus loin remporteront cette rencontre. Les joueurs professionnels utilisent des battes en bois. Mais ici, une batte en aluminium résistera peut-être mieux aux assauts du robot. On a 3 groupes de balles. Celle à 90% d'humidité, celle à 10% et pour finir des balles témoins environ 50%. Notre robot est placé pile sur le marbre. Il va envoyer les balles vers le champ extérieur. Tori et Carrie s'y trouveront avec des drapeaux de couleurs différentes pour chaque type de balle. Ils indiqueront l'endroit où la balle a rebondi pour la première fois. Lors du test à échelle réduite, les balles humides avaient un rebond inférieur de 14%. Ce résultat se reproduira-t-il à échelle réelle? Le robot a fonctionné à l'atelier. Mais comme les téléspectateurs réguliers le savent, ça ne veut pas dire grand-chose sur le terrain. C'est une machine flambant neuve et complexe, faite de pièces qui tournent très vite. Quelle chance a-t-elle de fonctionner du premier coup? On commence par une balle témoin à 50% d'humidité avec une batte en aluminium. 3, 2, 1... Joli! Ça, pour une surprise. Bien loin de manquer la balle, la frappe du batteur fou est superbe. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Je suis très content de notre robot. Et elle aussi. Il varie les plaisirs en envoyant une pluie de balles humides, normales et sèches. Joli! J'adore! Vu le résultat à échelle réduite, ces balles n'iront sans doute pas aussi loin que les balles sèches. Elles contiennent plus d'humidité, elles sont plus lourdes, elles voleront moins loin. Mais on verra. C'est là que tout se passe, qu'on récolte des données. C'est le but de cette expérience. Il n'y a pas de vent pour altérer la trajectoire de la balle. Les conditions sont idéales pour ce test. Grant voit déjà apparaître une tendance. Les drapeaux jaunes, qui correspondent aux balles les plus humides, sont plus près du marbre. Les balles témoins, les drapeaux roses, sont un peu plus loin. Et les balles sèches, les drapeaux rouges, sont les plus éloignés dans le champ extérieur. Il est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est peut-être une tendance. C'est bien! Elle commence à se rassembler.
Telle une machine de guerre médiévale, le batteur fou continue à frapper tant qu'il y a des munitions. Il y a clairement un groupe de drapeaux jaunes, roses et rouges. Les balles humides sont donc allées le moins loin. Viennent ensuite les balles témoins à 50% d'humidité. Les balles sèches sont allées jusqu'au champ extérieur. Ça concorde avec notre test à échelle réduite. Elle s'étale sur plus ou moins 4,50 m. Je crois qu'il y a une part de vérité dans ce mythe. Les balles sèches ont eu tendance à aller plus loin que les balles humides. C'est étonnant qu'un si petit détail puisse faire une telle différence dans le jeu. Mais il y a tellement de variables en jeu. Le degré d'humidité ne peut pas être le seul responsable d'une baisse de performance. Mais c'est étrange. Depuis cette saison, les équipes de Ligue majeure utilisent un humidificateur. Je suis convaincue. Pour moi, c'est tout à fait plausible. 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 Donc, les balles humides vont vraiment moins loin. Mythe plausible. Pendant ce temps, Adam et Jamie n'ont pas chômé. Selon les règles du baseball, une batte doit être faite d'un seul morceau de bois plein. C'est comme ça qu'elle quitte l'usine de fabrication. Pour obtenir davantage de puissance, certains joueurs peu honnêtes évident leur batte et remplacent le bois par du liège. Mais est-ce que ça leur donne plus de pêche? Il y a 2 minuteurs, un pour lancer la balle, l'autre pour actionner la batte. J'enlève la sécurité, j'appuie sur l'interrupteur. Ça envoie un signal électrique, suivez-moi. Jusqu'aux bouteilles d'air comprimé qu'on avait assemblées pour le canon du Spécial Pirate. Ces 2 solénoïdes sont activés par l'un des minuteurs. Ils actionnent ces valves qui relâchent l'air comprimé dans le canon, où se trouve une balle dans un sabot. La balle est propulsée le long du canon. Au même moment, une seconde impulsion électrique déclenche cette valve à desserrage rapide, qui libère la batte attachée à un ressort sur ce cylindre. Avec de la chance, elle arrive juste au moment où la balle sort du canon. La frappe au point d'impact voulu, tout ça devant la caméra grande vitesse. Elle l'envoie super loin pour répondre à notre question. On procède de cette façon pour isoler l'effet du liège. Si la batte frappe toujours à la même vitesse et si le canon projette la balle à vitesse constante, la seule variable sera la batte remplie de liège. Ça devrait clairement montrer si elle procure plus de ressorts. Il commence par une batte réglementaire. Le canon est lubrifié avec de la graisse et chargé avec une balle emmitouflée dans son sabot en mousse. L'expérience peut commencer. Je vais déclencher les 2 éléments à la même seconde. D'accord. Le timing est crucial pour ce test. La balle se déplace à 130 km/h. La batte frappe à 95 km/h. La vitesse d'impact totale est de 225 km/h. Si le timing de Adam est erroné, ne serait-ce que de quelques millisecondes, il n'y aura pas de contact. Je disais donc, le canon et le batteur n'étaient pas synchrones. Si Adam et Jamie ne règlent pas le timing, ce test n'ira pas bien loin. Adam et Jamie tentent de percer le mystère de la batte remplie de liège. Mais pour l'instant, ils sont loin d'avoir tapé dans le mille. Le ralenti indique que le réglage de la batte est correct. Le batteur mécanique frappe aussi vite que moi, à 100 km/h. Mais la balle arrive 141 millisecondes trop tôt. Adam règle le minuteur. J'ai retardé la balle de 141 millisecondes. Tout le monde est prêt? 5, 4, 3... On l'a eu! Cette fois-ci, le timing était parfait. La balle a rebondi sur la batte et a arraché un bout de l'échelle graduée. Une balle roulante. Oui, ça signifie que ce test n'est pas valable, puisqu'elle a touché ici. Donc, on ne sait pas à quelle vitesse la balle a rebondi. Adam et Jamie recommencent. Feu. Ça, c'est une frappe. Oh. Le batteur mécanique a bien ajusté sa frappe. Encore une bonne frappe. Elle a tapé d'un côté de l'atelier, puis de l'autre. La voilà, elle est dans un rouleau de câble.
Génial. On a fait plusieurs frappes avec une batte réglementaire. Le ralenti montre que la balle sort systématiquement du canon à 130 km/h. Ça correspond à peu près à un lancer de Roger Clemens. Quand la batte frappe, la balle repart aussi à 130 km/h. Maintenant, on doit déterminer à quelle vitesse elle rebondit sur une batte contenant du liège. Si elle va plus vite, on aura notre réponse. 3. Bonne frappe. Ouais. La balle est par ici. Et la batte est intacte. Avec un peu de chance, on a récolté des données. La balle tape dans la batte à 130 km/h, mais elle rebondit moitié moins vite, à 65 km/h. Lors des tests avec une batte réglementaire, la balle gardait la même vitesse avant et après la frappe, 130 km/h. On recommence. La frappe m'a paru bonne. La balle est repartie en ligne droite vers ta soudeuse. C'est aussi bien que notre meilleure frappe avec une batte normale. D'après les tests précédents, la balle tapait et rebondissait sur la batte réglementaire à la même vitesse. D'après ces données, le rebond est moitié moins rapide avec une batte trafiquée. Deux problèmes se posent avec une batte contenant du liège. Elle sera plus légère et facile à utiliser, mais son poids étant réduit, l'énergie transmise à la balle sera moindre. En plus, au lieu d'ajouter plus de ressorts, le liège absorbe une partie de l'impact. Les capacités du batteur seront donc affaiblies. Une balle rebondit moins vite sur une batte contenant du liège que sur une batte réglementaire non modifiée. Après tout, la batte a été conçue pour que la frappe soit vraiment efficace. Il n'y a pas besoin de la trafiquer. Apparemment, ce mythe s'est fait éliminer. Devine, Quoi? j'ai fait une plaque commémorative pour ce mythe. Je vois ça. Apparemment, les joueurs qui ont été pris avec une batte trafiquée semblent avoir été suspendus pour rien. L'échantillon de test était limité, mais le résultat était sans ambiguïté. À chaque fois qu'une balle tapait dans une batte trafiquée, elle rebondissait 2 fois moins vite que sur une batte normale. Au lieu de se comporter comme un ressort, elle ressemblait plus à une éponge. Pour moi, ce mythe est totalement bidon. Totalement. Ce mythe en a pris un coup. Bidon. Il est temps pour Roger Clemens, la fusée, d'entrer en jeu. Je vais peut-être atteindre 145 km/h pour vous aujourd'hui. Roger va nous faire une démonstration de tous ses lancers. On va le filmer avec des caméras grande vitesse sous différents angles. Ça devrait nous permettre de décortiquer au niveau physique chacun de ses lancers. L'équipe espère se servir de ces images pour comprendre la mécanique de ses lancers. Pour échauffer son célèbre bras, la fusée lance quelques balles devant Adam et Jamie. Je vais être cool avec toi. D'accord. Je vais te l'envoyer pile au bon endroit. Tu ne pourras pas la rater même en fermant les yeux. C'est une batte, pas un manche à balai. Frappe comme si tu avais les nerfs. Bien. Les Mythbusters ont peut-être enchaîné les strikes, mais la fusée a fonctionné à plein gaz. Il est temps d'analyser les caractéristiques de ces lancers. On commence avec un classique. La balle rapide à 4 coutures. On tient la balle comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, quand je la lance, elle tourne de cette façon. Les 4 coutures retiennent l'air et la balle a une trajectoire assez directe. Une balle rapide va aussi vite qu'une flèche. C'est superbe. Au ralenti, on voit la balle rapide faire exactement ce que Roger avait prédit. Grâce à l'effet rétro, la balle file droit en se déplaçant à plus de 140 km/h. Mais que se passe-t-il quand Roger change sa prise de balle? On tient une balle rapide comme ça et une balle glissante comme ça. D'accord. Le bras est un peu plus ouvert et on donne un effet latéral à la balle. Elle devrait se décaler d'environ 10 cm vers le bas et à l'opposé d'un batteur droitier. C'est ça une balle glissante. Et voilà, c'est une bonne balle si le receveur la rate. La technique de Roger est encore une fois parfaite. La balle glissante se dirige à droite du marbre. Une balle courbe.
alors que la balle courbe classique plonge soudainement en plein vol. Pour se lancer, on se sert aussi des coutures. On en suit une avec le majeur en appliquant une pression assez forte. L'index ne sert qu'à guider la balle. Le mouvement ressemble à celui de la balle rapide, mais au moment de lâcher, on tourne le poignet. La balle semble n'en faire qu'à sa tête. J'ai vu la trajectoire se courber. Oui, à cette vitesse, on la voit bien. Même si le ralenti nous montre la balle déviée et plongée, il ne nous explique pas comment le phénomène se produit. Carrie, Torrey et Grant se rendent donc au centre de recherche Ames de la NASA à San Francisco, où Rabindra Mehta, scientifique et fan de baseball, va les aider. On a entendu dire que vous aviez une cuve qui nous aiderait à vraiment voir ces phénomènes. Tout à fait. On va se servir de ce tunnel hydrodynamique. La balle de baseball est reliée à un moteur. Ça permet de la faire tourner pour voir les effets de la rotation. Je crois que vous allez être impressionné par le résultat. Pour simuler l'écoulement d'air autour de la balle, on ajoute des filets de colorants fluorescents. Magnifique! Quand la balle est immobile, le colorant circule de façon symétrique autour d'elle. Imaginez maintenant que Roger Clemens lance cette balle. Regardez comme l'aérodynamique change. La rotation perturbe l'écoulement d'air et la pression atmosphérique sous la balle chute brusquement. Cette balle subit une force descendante, comme une balle courbe classique. La chute de pression sous la balle la fait plonger en plein vol. Le principe est identique pour les différents lancers. C'est l'axe de rotation qui détermine le type de lancer. Une balle rapide normale est lancée avec un effet rétro. On obtient donc une force ascendante. Pour une balle glissante, l'axe de rotation sera plus ou moins vertical. La balle aura tendance à dévier sur la gauche. Et une balle courbe tourne autour d'un axe horizontal, ce qui la fait plonger. Les images au ralenti et la NASA confirment que les balles à effet ne sont pas un mythe. Mais qu'en est-il de la fameuse balle rapide montante? De nombreux batteurs jurent que certaines balles se mettent à s'élever brusquement en se dirigeant vers le marbre. Est-ce un mythe? Pour qu'elle monte, la force ascendante due à la rotation devrait être supérieure au poids de la balle. C'est plutôt simple. Il s'avère que dans les conditions typiques au baseball, la force ascendante maximum n'équivaut qu'à la moitié du poids de la balle. Même un lanceur aussi puissant que Roger Clemens ne peut défier les lois de la physique. Une balle rapide a autant de chances de s'élever que Adam et Jamie de frapper des home runs. En observant Roger Clemens, on comprend que le lancer est autant un art qu'une science. C'est vrai. Et ça nous a permis de déclarer un autre mythe bidon. Oui, le mythe de la balle rapide montante. Pour réussir à soulever la balle, l'effet rétro devrait exercer une force supérieure au poids de la balle. Et c'est impossible. Exact. C'est peut-être faisable avec un ballon de plage, mais pas avec une balle de baseball. C'est bidon. Complètement. La balle rapide montante n'est qu'une illusion. Mythe bidon. Il est temps pour les champions de Mythbusters de se jeter à corps perdu dans le mythe de la glissade. Ce nouveau mythe concerne la glissade. La quoi? Ça t'arrive de regarder du sport? Oui, les combats de robots. C'est du sport. Admettons. Tu as déjà vu un joueur de baseball glisser jusqu'à une base? Oui, mais ce serait pas plus rapide de simplement courir? C'est le sujet de ce mythe. Beaucoup de gens pensent qu'il est plus rapide de glisser jusqu'à une base qu'on ne doit pas dépasser. Ça vaut la peine d'être testé. Oui. La glissade fait partie intégrante du baseball. Pour esquiver un défenseur et atteindre une base, un coureur fait voler la poussière. Mais la friction lui fait-elle perdre un temps précieux? Ne serait-ce pas plus rapide de rester debout? Nos pros du sport se rendent sur le campus de Stockton de l'Université du Pacifique. La tenue leur va bien, mais il reste un léger problème. Aucun de nos champions ne sait glisser.
Mais rassurez-vous, l'entraîneur Ed Sprague a accepté de s'occuper de ses bleus. On va commencer sur l'herbe pour minimiser le risque de blessure. Vous prévoyez qu'on se blesse? Juste quelques égratignures. Ed a joué en professionnel pendant 11 ans, pour 6 équipes différentes. Il est célèbre pour avoir frappé le home run gagnant lors du 2e match de la Série mondiale de 1992. Mais là, il va avoir du boulot. Il faut essayer de prendre le plus gros de la glissade sur l'extérieur du tibia et sur la fesse. Il faut éviter de taper le genou dans le sol ou de soulever les pieds. On le sait, les Mythbusters ne reculent devant rien au nom de la science. On pourrait penser que cet exercice ne leur poserait pas de problème. Lève les mains. Mais on aurait tort. Je pourrais faire un robot. Pour tester Smith, on doit être capable de glisser correctement. On va y consacrer encore quelques minutes. Disons quelques heures, jusqu'à ce qu'on y arrive. Après, on pourra vraiment se lancer dans le test. Petit à petit, leur technique s'améliore et leur glissade ressemble moins à une chute. Vous avez assez progressé pour vous entraîner sur l'allée sanglante. Je veux dire, sur la terre. L'allée sanglante? Il est temps d'installer le système de chronométrage de Grant. Le chronomètre va jusqu'à la milliseconde. Voilà comment ça marche. Un premier interrupteur déclenche le chronomètre dès que tu enlèves ton pied de cette plaque. Il y a un second interrupteur ici. Il est relié à un relais à impulsion installé sur la base. En appuyant dessus, ça arrête le chronomètre. Un pronostic? Courir jusqu'à la base, freiner et s'arrêter dessus me semble plus rapide. Mais je peux me tromper. On va vite le savoir. Pour ce premier essai, Tori va courir et tenter de s'arrêter sur la base. Quand tu veux. Le chronomètre se déclenche dès que Tori retire son pied de l'interrupteur. Pour se motiver, il s'imagine dans un vrai match. Je touche encore la base. J'ai fait quel temps? 3 secondes 624. Pour moi, j'étais sauf. Tori a eu du mal à s'arrêter. Quand on va aussi vite, ça fait une sacrée masse à arrêter d'un coup sur la base. Cette fois-ci, Tori va glisser jusqu'à la base. Fera-t-il mieux que 3 secondes 6? Va-t-il se casser le genou? Joli. Je l'ai arrêté? Ouais, bien joué. Tant mieux. Et mon temps? 3 secondes 572. En glissant, Tori a gagné 0,05 secondes sur son chrono précédent. C'est peu, mais ça peut faire la différence entre être sauf et être éliminé. Il y a laissé un peu de peau, mais l'entraîneur est content. C'était une très bonne glissade. Il a bien travaillé. Il a couru le plus vite possible et a bien fait glisser son pied jusqu'à la base. C'est au tour de Jamie et Grant de s'élancer. Bien. 4 secondes 076. Et de glisser. 100 millisecondes, soit 1/10 de seconde plus rapide. Je crois que c'était ta meilleure glissade de la journée. Elle était très bien. 4 secondes 13. Ça doit faire mal. Tu as amélioré ton chrono. 3 secondes 93. Au final, les résultats de Grant et Jamie semblent concorder avec ceux de Tori. Lors du premier essai, ils ont dû ralentir au dernier moment pour se redresser et ne pas dépasser la base. Mais lors du second essai, ils ont accéléré en glissant jusqu'à la base et ont ainsi gagné quelques millisecondes. Ce mythe semble sur le point de déraper. Mais il leur reste une technique à tester. Je me demande si plonger n'est pas plus rapide que glisser. Et je pense que tu es l'homme de la situation. On a fait des tests approfondis. On n'a pas besoin d'essayer le plongeon. On veut te voir plonger. Encore une fois, Tori va devoir se sacrifier pour l'équipe. Mais après tout, c'est pour la science. C'est ton dernier essai, alors donne tout ce que tu as. J'aime ton état d'esprit. Donne tout ce que tu as. Mon sang, mes dents, mes os. Tori puise dans ses réserves et mord la poussière. Alors? 3 secondes 626.
Malheureusement, c'est plus lent que glisser ou courir. Et plus douloureux. Regardez ça. Ce mythe semble se confirmer. Ça a l'air plus rapide de glisser jusqu'à une base que de ralentir pour s'arrêter dessus. Nos données le prouvent. Oui, les chiffres ne mentent pas. Alors, mythe confirmé? Confirmé. Confirmé. Ce mythe a évité le dérapage. Confirmé. Le dernier mythe a fait beaucoup de bruit sur Internet. De quoi s'agit-il? On a commencé par un mythe sur l'intérieur d'une batte. Cette histoire de liège. Exact. On va finir avec un mythe sur l'intérieur d'une balle. Plus précisément, est-ce que l'enveloppe peut être arrachée par une frappe assez forte alors que l'intérieur continue sur sa lancée? On dirait une histoire digne d'un dessin animé. La balle est lancée tellement vite et frappée tellement fort qu'une couture craque et l'enveloppe se détache. Pour tester ce mythe, Adam et Jamie ressortent le canon à air. Nous avons vu qu'une simple pression de 0,50 bar suffisait à propulser une balle à près de 130 km/h. Ça, c'est une frappe. À l'évidence, ce n'est pas assez rapide pour arracher l'enveloppe. Ils font donc un nouveau test en doublant la pression. Adam, on est à 1 bar. 3, 2... À 1 bar, le canon expulse la balle à 275 km/h. C'est très puissant. Soit plus du double de la vitesse d'une balle rapide de Roger Clemens. Elle a traversé la couverture. Mais l'enveloppe ne s'est toujours pas envolée. Passons à 2,75 bars. Cool. 3, 2, 1... La balle a percuté la batte immobile à 320 km/h. C'est presque 2 fois plus vite que le lancer le plus rapide jamais enregistré en Ligue majeure. La batte a peut-être rendu l'âme, mais la balle est toujours intacte. Le lancer le plus rapide a atteint 165 km/h. On a propulsé cette balle à 320 km/h. Elle a cassé la batte comme si c'était une brindille, mais elle est toujours entière. Pour moi, il est impossible qu'un lanceur ou un batteur humain puisse arracher l'enveloppe d'une balle. On fait quoi? On en reste là? Bien sûr que non. On a le canon, on monte la pression au maximum et on voit ce que ça donne. C'est ce que tu comptais faire une fois seul, non? Évidemment. D'accord, allons-y. C'est parti pour la pression maximale, 10 bars. Cela dévoilera-t-il les entrailles de la balle? Le canon qu'on utilise a été conçu pour tirer un boulet de canon de près de 3 kg. Là, on va lancer une balle de baseball qui pèse dans les 230 grammes. Il est tout à fait possible qu'elle atteigne plusieurs centaines de kilomètres/h. Vu ce qui s'est produit la dernière fois, il est inutile de mettre une nouvelle batte. Ça fera l'affaire. À la place, Jamie installe un tuyau en aluminium sur la trajectoire de la balle. C'est très dangereux, mais je veux voir de quoi cette balle est capable. Le canon est pressurisé à 10 bars, près de 4 fois la pression utilisée lors du test précédent. Ils sont prêts à faire feu. Tous aux abris. Tu te charges de l'interrupteur. Tout le monde dans le fond. Tout le monde à l'arrière. Une fois l'équipe en sécurité derrière les vitres par balle, Adam déclenche le minuteur. 5, 4, 3, 2... Ce n'est plus une balle, c'est un boulet de canon. Super! On a arraché l'enveloppe de la balle. Il faudrait une sacrée puissance pour concrétiser ce mythe. Oui, absolument. Je veux trouver l'enveloppe. D'accord. La balle a été pelée comme une orange. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'étonnerait qu'un batteur puisse faire ça. La balle a volé à plus de 700 km/h. Je ne connais personne capable de lancer aussi vite. C'est plus de 4 fois la vitesse atteinte par un très bon lanceur. Ce mythe est bidon.
Vous aurez beau frapper de toutes vos forces, l'enveloppe n'est pas près de s'envoler. Mythe, bidon.